Bonjour à cette émission de Tutorat de sciences. Aujourd'hui, nous allons parler un peu d'astronomie. Donc, on a un astronaute qui est revenu sur Terre cette semaine. On va parler de la Station spatiale internationale un petit peu. On va parler un peu de chimie pour continuer notre discussion sur la stéochiométrie de la semaine passée et on va parler un peu de courant et d'énergie dans les circuits électriques. Et bien sûr, je suis ici pour répondre à vos questions avant tout au long de cette session. Mon nom est Alain Faber et j'enseigne dans une école secondaire en Ontario, ici au Canada, et je suis ici pour vous aider à chaque semaine pour réussir dans la vie, dans vos classes de sciences et rendre l'apprentissage intéressant. Alors, voyons voir. Tout au long de cette session, n'oubliez pas, si vous avez des questions, vous pouvez les mettre dans la section chat. Je suis ici pour répondre à ceux-ci. S'il arrive que vous regardez en rediffusion, n'oubliez pas de mettre votre question dans la section commentaires en bas et je serai capable de prendre ces questions et les utiliser dans les semaines à venir. Alors, commençons avec notre premier sujet. Comme ça, nous allons pouvoir continuer notre apprentissage. Donc, voyons voir. Un des sujets intéressants de la semaine, c'est qu'il y a un astronaute, son nom c'est Mark Van de Hey. Il est un astronaute américain et il est revenu sur Terre. Chose intéressante de cet astronaute, il a été dans l'espace, donc avec un lancement dans le 9 avril 2021. Alors vous allez dire, oui, mais ça fait presque un an, et ça c'est vrai. C'est un astronaute qui a passé 355 jours dans l'espace, ce qui fait de lui l'astronaute américain qui a passé le plus de temps dans la station spatiale dans l'espace. Donc, on peut voir ici une photo, c'était la photo qui avait été publiée, il semble bien aller, mais il faudra bien sûr pour cet astronaute de prendre le temps de voyons voir, j'ai le mot en tête, pour s'acclimatiser, voilà, avec la gravité. Pourquoi? Parce qu'en apesanteur, notre corps essaie toujours de maximiser ses fonctions. Alors, si ici, l'astronaute est dans une situation où il y a peu de gravité ou pas de gravité, le corps se dit, pourquoi est-ce que je devrais me concentrer à garder une structure squelettique avec une grande densité? Parce que s'il n'y a pas de gravité, on a besoin d'un système osseux qui est plus poreux, qui a moins besoin d'être solide, en autant qu'il garde la structure. Alors bien sûr, les astronautes passent du temps dans la station spatiale pour faire des activités physiques de résistance, pour essayer de conserver cette densité osseuse, mais ce n'est pas toujours évident. Alors ce monsieur est revenu ici sur Terre, c'est excitant. Et bien sûr, alors j'ai regardé un peu les statistiques. Il a fait il a fait 5680 orbites de notre planète. Ça veut dire une très grande distance. Ils avaient les informations en milles et en kilomètres, c'est près de 250 millions de kilomètres dans l'espace. C'est assez incroyable. Vous allez dire peut-être, est-ce qu'il y a d'autres astronautes qui ont passé plus de temps? Si je me rappelle bien, dans les lectures que j'ai faites dans le passé, il y a quelques cosmonautes russes qui ont fait ça. Et donc, la raison pourquoi on essaie de passer plus de temps dans l'espace, c'est que s'il y a des individus, alors des êtres humains qui sont pour aller sur une nouvelle station spatiale qu'on va appeler Gateway autour de la Lune avec moins de gravité, ou si on pense à un voyage interplanétaire où il y aurait des personnes qui iraient sur Mars, il faut regarder qu'est-ce qui se passe avec le corps humain pour maximiser le transport des personnes et bien sûr s'assurer qu'ils restent en santé. Donc, il y a plein d'études qui se font sur cela. Alors, j'ai trouvé que c'était intéressant. Alors, s'il y a, ça peut être un sujet pour cette semaine pour vous de regarder si cela vous intéresse. Et sur le même sujet de la station spatiale et de l'astronaute, voyons voir, où est mon curseur? Mon curseur est ici, voilà. Alors ici, il y a eu des nouvelles, ça c'était en février, je n'avais pas eu la chance d'en parler, mais puisqu'on a parlé d'astronautes cette semaine, la Station spatiale internationale qui est dans l'espace depuis une trentaine d'années, alors avec tout le développement et tout, approche sa retraite. Et donc, les nouvelles qu'ils avaient, c'était que nous allions retirer
la station spatiale en 2031. N'oubliez pas que c'est un habitacle dans l'espace. Par contre, lorsqu'on a de l'équipement qui vieillit, ceci devient moins sécuritaire pour les astronautes. Et donc, à ce moment-là, il faut décider qu'est-ce que l'on veut faire. Est-ce qu'on veut continuer de le réparer ou est-ce que ce sera le temps de s'en débarrasser? Alors, comment est-ce qu'on fait cela? Cela a pris beaucoup d'énergie pour emmener cette station spatiale dans l'espace. Donc, lorsqu'on a notre planète, nous avons la station spatiale qui tourne autour. Alors, qu'est-ce qui arrive? C'est que nous allons ralentir la vitesse d'orbite de la station et qu'est-ce qui va arriver? C'est que celle-ci va s'écraser sur notre planète Terre. La plupart de l'équipement va brûler dans l'espace. Par contre, il y aura des grands morceaux de métal qui vont atteindre le sol de notre planète. Si c'est le cas, comment est-ce que l'on peut s'assurer que les êtres humains sur notre planète seront en sécurité? Alors, quelque chose que moi j'ai appris dans le mois de février et mars, c'est qu'il y a dans l'océan Pacifique un point, et on appelle ce point le point Nemo. C'est un point où c'est l'endroit sur la planète le plus loin de toute civilisation, de toute île qui existe autour. Et donc, l'idée, ce sera pour le service spatial ici de faire atterrir les débris de la station à cet endroit, de façon à ce qu'ils puissent minimiser et rendre statistiquement près de zéro la possibilité de blesser quelqu'un. Donc, le point Nemo, je ne savais pas qu'est-ce que c'était. Certaines documentations parlent de ceci comme étant un cimetière de satellites ou cimetière d'engins spatiaux, parce que c'est un endroit fantastique où on peut faire revenir les engins en protégeant les humains. Bien sûr, cela peut bien créer de la pollution, et ça, je comprends. Et la question ici, c'est de savoir est-ce qu'il y a la pollution et faire attention aux êtres humains. Peut-être un jour, il y aura des personnes qui iront chercher et recycler ces matériaux ou les sortir de l'océan. C'est une bonne question. Point de vue vocabulaire, quelle était la question que j'avais tout à l'heure? Ah oui, si on pense, par exemple, à la France, au Canada, aux États-Unis, lorsqu'on a des personnes qui sont entraînées pour aller dans l'espace, on les appelle des astronautes. Par contre, si on est en Russie, on appelle ceux-ci des cosmonautes. Donc, lorsque vous regardez la littérature, les nouvelles, on peut dire par exemple qu'un astronaute américain et un cosmonaute russe sont allés ensemble et travaillent ensemble sur la station spatiale. Et c'est une bonne façon de voir les différences sur l'origine de ces scientifiques. Alors ça, c'est mon deuxième sujet sur la Station spatiale internationale. Et bien sûr, ça va faire partie de notre histoire d'ici 10 ans. Et on va voir qu'est-ce qu'il y aura au-delà de ce projet. Alors voilà. Donc, si vous aimez jusqu'à maintenant ce que nous faisons dans cette session de tutorat, n'oubliez pas, si vous êtes en direct, mettez des questions à caractère scientifique dans la section clavardage. Sinon, si vous regardez en rediffusion, mettez vos questions dans la section commentaires. N'oubliez pas de peser ce petit bouton pour vous abonner et la petite clochette pour dire quand est-ce que nous aurons notre prochaine rencontre. Et on se rencontre à tous les samedis matins, heure locale ici, à 10 heures. Alors, voyons voir quel sera notre prochain sujet. Alors ici, je remarque qu'il n'y a pas de questions de l'audience pour l'instant. Donc, nous allons passer à notre prochain sujet. Une molle. Voyons voir. Alors, notre deuxième sujet se rapporte à un sujet qu'on a commencé la semaine passée sur la stéréochiométrie. Et je vais parler aujourd'hui de la molle. Donc, la semaine passée, nous avons parlé que lorsque nous avons des équations chimiques, donc ici, c'est l'équation qui représente la photosynthèse, nous avons 6 molécules d'eau et 6 molécules de dioxyde de carbone. Avec de l'énergie du soleil, nous donne des molécules de cellulose ou de sucre et de l'oxygène. Nous avons aussi vu la semaine passée que le propane va brûler. Donc, voyons voir, je vais aller rechercher
la composition chimique, C3, ici, le propane. Voyons voir. C3H. Donc, C3H8. Nous avons le propane ici. Le propane est un gaz qui fait partie des familles des combustibles fossiles. On les utilise en Amérique du Nord pour le chauffage des maisons. On peut faire fonctionner des véhicules aussi. Et aussi lorsqu'on veut faire des grillades sur le barbecue. Lorsqu'on a l'oxygène comme ceci, parce que le propane va brûler, ceci nous donne du CO2 et de l'eau. Lorsque la combustion est fantastique, plus de l'énergie. Bien sûr, lorsqu'on a une pièce d'équipement, on veut s'assurer qu'on veut avoir la bonne quantité de propane, la bonne quantité d'oxygène pour obtenir les produits. Nous avons aussi vu la semaine passée qu'on peut équilibrer les équations. Donc ici, on peut voir qu'il y a 3 atomes de carbone ici dans le propane. Ça veut dire que ceci va créer au moins, va créer 3 molécules de dioxyde de carbone pour s'assurer que les atomes que nous avons au début se retrouvent à la fin. Nous avons ici 8 hydrogènes, ça veut dire qu'il y aura 4 molécules d'eau ici pour s'assurer qu'il y ait le même nombre d'atomes au début qu'à la fin. Et puis, si on regarde les atomes d'oxygène maintenant, nous en avons 6 ici, plus 4, ça fait 10. Donc, il y aura 5 molécules ici où nous avons de l'oxygène. Maintenant, ça, c'est important parce que si nous avons une réaction chimique, nous voulons maximiser les réactifs pour obtenir les produits que nous voulons avoir et dans cet exemple, avoir l'énergie nécessaire. Ça veut dire que le moteur qui fonctionne au propane veut avoir assez d'oxygène pour faire la combustion. On ne veut pas utiliser trop de propane pour gaspiller des ressources, mais tout de même avoir l'énergie pour faire, par exemple, avancer le véhicule. Donc ça, c'est à considérer. Maintenant, la question, c'est à savoir, moi, j'aimerais savoir comment est-ce que l'on peut mesurer, par exemple, les quantités, la masse mesurer la quantité et la masse de ressources que nous avons. Alors ça ici, j'ai fait la recherche hier, il y a le nombre d'avocados. Donc, je vais le remettre ici. Voyons voir, le nombre d'avocados est celui-ci. Parfait. Donc, cette idée, c'est que les chimistes se disent comment est-ce qu'on peut s'assurer qu'on peut avoir les matériaux qu'on a pour faire ce que l'on veut. Donc, ils ont fini avec leurs expériences, leur analyse, et ont décidé, voici ce que nous allons faire. Ils ont décidé qu'ils allaient créer une unité qui est la mole. Et une mole ici, qu'est-ce que c'est? C'est 6,023 fois 10 à la 23 unités. Donc, une mole, c'est 6,023 fois 10 à la 23. Donc, c'est 6 et 23 zéros. C'est un très grand nombre. Maintenant, la raison pourquoi c'est intéressant d'avoir une façon de réfléchir à la chimie où tout le monde s'entend, c'est que ça permet de maximiser la recherche et à minimiser les erreurs. Alors ça ici, qu'est-ce que ça veut dire? Si moi je dis que j'ai une mole de crayon ou de marqueur, ça veut dire que j'ai 6 fois 10 à la 23 marqueurs. Le volume serait immense. Mais n'oubliez pas que les atomes sont très, très, très petits. Les molécules sont très, très, très petites. Ça veut dire que l'on peut, si on veut considérer une quantité de molécules ou d'atomes, on a besoin d'un très grand nombre pour définir qu'est-ce que c'est. Alors, voyons voir. Une chose qui est toujours intéressante en chimie, c'est d'avoir cette idée, voyons voir, d'un tableau périodique. Maintenant, le tableau périodique, ce qui est intéressant, c'est qu'il nous donne le nom
élément, il nous donne un symbole, le numéro atomique, mais il nous donne aussi la masse atomique. Alors ça, c'est intéressant. Ça veut dire que si moi je regarde le tableau périodique ici et qu'on regarde par exemple quelque chose qui est facile à voir de mon côté ici, nous avons par exemple si j'ai une mole de, voyons voir, de cuivre. Donc si j'ai une mole de cuivre qui est un métal, donc si j'ai une mole de cuivre sera égale, lorsqu'on prend de la masse, sera égale à la masse atomique. Donc ici, le cuivre, c'est 63,546. Juste pour regarder, 63,546. Ça, jusqu'à maintenant, nous avions vu que la masse atomique, tiens, je vais l'écrire ici, la masse atomique, c'est le nombre qui représente le nombre de protons plus le nombre de neutrons à l'intérieur du noyau. Donc, on a vu cela. Mais ce qui est intéressant, c'est que si j'ai une mole de cuivre serait égale à 63,546 grammes. Oh! Donc, les scientifiques et les chimistes ont réussi à décider, y a-t-il une façon de quantifier quelque chose comme moi, je peux savoir ce que je veux avoir. Et ça, c'est intéressant. Donc, ça veut dire que si moi, je veux faire une réaction chimique comme ceci, et je veux mesurer exactement la masse de propane que j'ai besoin ici, il s'agit de regarder ce que nous avons. Donc ici, la masse du carbone ici, non, excusez, la masse atomique du carbone est 12,011. 12,011, comme ceci. Ça, c'est la masse atomique. Très bien. Nous savons ici qu'il y a 3 atomes ici. Donc, 12,011, 12,011. Et nous avons 8 atomes d'hydrogène. Et chaque atome d'hydrogène, je vais arrondir, c'est 1,008, 1,008 comme ceci. Ça, c'est la masse atomique d'un atome d'hydrogène. Mais puisque j'en ai 8, alors ce que je vais faire, c'est que je vais dire, j'ai 8, 64. Et ça devient intéressant parce que si je fais l'addition ici, j'ai 7, 6, 7, 8, 9, 0, 1, 6, 14 et 44. Alors moi, si je suis pour additionner les masses atomiques de tous les atomes dans un composé, ce qui est intéressant, c'est que si j'ai 44,1 grammes de propane, je vais avoir une mole de propane. Oh, ça, c'est intéressant, parce que ici, je peux actuellement mesurer ce que j'ai besoin. Ici, l'oxygène est de 12, non, est de 16 si je me rappelle bien, donc 15,999. Arrondissons à 16. Puisqu'il y en a 2, ça fait 32. Donc, la masse atomique de ici, chaque composé d'oxygène est de 32. Mais puisque j'en ai 5 ici, alors 150, alors c'est 160 grammes. Alors ça, c'est intéressant. Ça veut dire que je pourrais, si je veux faire une réaction chimique, et je vais voir si je peux remettre mon image ici, si je veux faire une réaction parfaite avec une quantité de propane spécifique, dans un environnement où il y a seulement de l'oxygène, donc ce n'est pas l'atmosphère, je peux mesurer ici les masses pour avoir exactement une mole de propane et une mole. Ici, ce sera 5 moles. Ici, exactement, 5 moles d'oxygène
et je peux mesurer la masse. Parce que vous vous rappelez, la semaine passée, on a parlé de ces rapports entre les deux. Si j'ai une molécule de propane, j'ai besoin de 5 oxygènes ici. Parfait. Mais ça, ce qui est intéressant, c'est qu'à ce moment-là, je peux mesurer quelle est la quantité exacte d'énergie que je veux avoir. Et chose intéressante, je peux même avoir la quantité exacte de CO2 produite. Donc, si vous écoutez les nouvelles, nous parlons de climat, de changement climatique, et nous parlons de cette idée de dioxyde de carbone équivalent dans l'atmosphère, et on parle qu'il y a des tonnes et des tonnes de CO2 qui va dans l'atmosphère. Comment est-ce que l'on sait qu'il y a une voiture qui va produire une certaine quantité de tonnes de CO2 par année? C'est qu'on prend la moyenne des carburants utilisés par une voiture, on a la réaction chimique qui est possible et on peut estimer la masse de CO2 qui se retrouve dans l'atmosphère. Et ça devient intéressant. Ça devient intéressant pour les manufacturiers parce qu'ils peuvent promouvoir leurs produits. Mais c'est bon pour les environnementalistes et les politiciens pour dire, OK, qu'est-ce que l'on peut faire parce qu'on a maintenant des quantités? Et si on pense à la conférence de Paris 26 qu'il y a eu l'année passée, on peut décider, on a des nombres avec lesquels on peut travailler. Et ça devient intéressant. Je vais parler d'une dernière chose en ce qui concerne la stéréométrie aujourd'hui. Et bien sûr, dans un instant, s'il y a des questions de l'audience, je serai ici pour vous. Donc ici, la prochaine chose que je veux mentionner, c'est lorsqu'on fait des laboratoires de sciences, surtout lorsqu'on travaille avec les bases et les acides, il arrive quelquefois qu'on veut faire nos mélanges pour avoir les bases nécessaires. Et je vais donner un exemple ici, comment est-ce qu'on peut créer une quantité de base qui est l'hydroxyde de sodium avec une certaine concentration. Voyons voir. Si moi je veux une base et que cette base est l'hydroxyde de sodium, je vais l'écrire pour vous. Nous avons l'hydroxyde de sodium qui est une solution. L'hydroxyde de sodium est une poudre blanche dans laquelle on peut dissoudre dans l'eau pour obtenir une base liquide. Et ces bases, on peut les utiliser dans des réactions pour neutraliser les acides ou pour faire peut-être une réaction chimique pour notre société ou la compagnie pour laquelle vous travaillez. Donc, si moi j'ai de l'hydroxyde de sodium qui est solide, je vais mettre un petit S ici, et que moi je veux avoir une solution de 0,1 mol par litre. C'est une solution qui est faible, mais vous pourriez vouloir une solution de 0,5 mol par litre, de 1 mol par litre. On peut même avoir 2 mols par litre. Plus la quantité de mols par litre augmente, plus la concentration augmente et plus c'est dangereux, bien sûr. Alors moi, je veux savoir comment est-ce que je peux faire une solution d'hydroxyde de sodium à 0,1 mol par litre. Voyons voir. Premièrement, je dois savoir quelle est la masse de 1 mol d'hydroxyde de sodium. Alors moi, je vais voir sur mon tableau périodique. Le sodium ici a une masse atomique de 23, comme ceci. L'oxygène a une masse atomique de 16. Et ici, je vais arrondir les nombres. Et ici, ça me donne 1 comme masse atomique de l'hydrogène. Lorsque j'additionne tous ceux-ci, ça fait 23, 43, 49, 5, 23, 29, 39, 40. J'obtiens ici 40 grammes. Je me suis amusé hier, si vous voulez le nombre précis, c'est 39,998 grammes. Mais tout de même, arrondissons le nombre. Alors, si moi je vais prendre mon contenant d'hydroxyde de sodium solide, c'est une poudre blanche, il faut faire très attention, porter des lunettes bien sûr et des gants, et que vous prenez 40 grammes de ce produit chimique solide, et que vous additionnez cela
dans 1 litre d'eau distillée liquide, qu'est-ce que vous allez obtenir? Vous allez obtenir ici, vous allez obtenir 1 mol par litre. Pourquoi est-ce que c'est 1 mol par litre? Il faut regarder. J'ai ici 1 mol d'hydroxyde de sodium, donc ici 40 grammes, et donc, puisque 40 grammes est 1 mol d'hydroxyde de sodium, qui est 6,023 fois 10 à la 23 unités ici de molécules, on obtient 1 mol par litre. Si moi j'aimerais avoir, moi je veux pas 1 mol par litre, je veux 0,1 mol par litre. Alors ici, le technicien de laboratoire, ou vous, possiblement, en toute sécurité, pourrait dire, 40 grammes est 1 mol, alors moi je vais prendre 4 grammes. Donc je vais diviser par 10 la quantité de masse, qui veut dire que j'aurai ici 0,1 mol d'hydroxyde de sodium. Et lorsque j'ajoute ceci dans de l'eau, je vais obtenir ici 0,1 mol par litre. Donc, lorsqu'on parle de chimistes, et les chimistes, c'est très compliqué, ils nous disent que ce n'est pas facile. C'est vrai que ce n'est pas facile parce que ça peut être dangereux. Mais on peut toujours reculer et dire quelles sont les étapes pour faire une telle solution. Ici, on regarde le produit que nous avons. On regarde ici quelle est la masse pour 1 mol de ce produit. Et à ce moment-là, on va dire, OK, quelle est la concentration si je veux en faire une solution? Et je pense que c'est intéressant pour ceux qui aiment la chimie et ceux qui veulent continuer en chimie, bien sûr, que ce soit à l'université ou vous voulez devenir technicien en laboratoire. Et ça, c'est notre sujet et ça complète ce que je voulais mentionner en stéochiométrie aujourd'hui. Notre prochaine question nous vient de chiffres alphabet et la question est la suivante. Qu'est-ce qu'une pile à combustible? Ça, c'est une excellente question. Alors, si on pense à une pile, on pense à un objet qui a une certaine quantité d'énergie. Donc, on peut utiliser des petites piles pour faire fonctionner des jouets, par exemple, ou les lampes de poche. On peut avoir lorsqu'on prend plusieurs piles ensemble, on peut se retrouver avec une batterie. Donc, si on prend, par exemple, des voitures électriques ou même des voitures à essence, nous avons toujours une batterie qui a une certaine quantité d'énergie accumulée. Si c'est à l'essence, on a besoin de cette batterie pour faire partir l'engin. Si nous avons une voiture électrique, on a à ce moment-là une plus grande batterie de façon à ce qu'on puisse avoir une autonomie qui est fantastique. Donc ça ici, c'est une réaction qui est chimique à l'intérieur d'une pile. Donc voyons voir. Ceci, positif, négatif. Alors, lorsqu'on a une pile ordinaire, par exemple ceci, les électrons partent du bout négatif. Il y a peut-être une petite ampoule ici, va donner de l'énergie, et lorsque les électrons vont retourner à l'intérieur, il y a dans la pile une réaction chimique qui donne de l'énergie ici aux électrons qui permet de faire fonctionner ceci. OK. Bon, la question, c'est maintenant, qu'est-ce que c'est qu'une pile à combustible? Donc, si on regarde les mots, pile, nous savons que c'est de l'énergie qui est disponible pour faire des choses. Lorsqu'on parle combustible, ça veut dire qu'il y a une réaction chimique avec l'oxygène. Donc, il y a quelque chose, plus de l'oxygène, qui va donner un produit chimique, mais surtout de l'énergie. Je sais que où je suis, au Canada, il y a beaucoup de travail qui se font en Colombie-Britannique à certains endroits avec des autobus qui fonctionnent avec des piles à combustible. Voyons voir si on peut donner quelques idées de plus.
voir comme ceci. Alors, nous avons mentionné qu'on a une pile, donc on a un réservoir, mais que celui-ci aura une combustion. Alors ici, qu'est-ce qu'il y a? C'est que lorsqu'on a une pile à combustion, on a ici un réservoir qui contient des composés chimiques. Et qu'est-ce qui est intéressant, c'est qu'avec un peu d'électricité, il y aura de l'hydrogène gazeux qui sera disponible. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que si nous pensons à l'hydrogène, le gaz qui est l'hydrogène est un gaz qui est très, comment on pourrait dire ça, qui est très inflammable. Voilà, c'est ça le mot que je cherchais. Il est très inflammable. On peut prendre par exemple, si on recule dans l'histoire, il y avait ce Zeppelin qui était comme un grand ballon qui avait une nacelle en dessous et se promenait. Il y avait de l'hydrogène dedans qui est bien sûr un gaz très léger. Donc, l'hydrogène est un gaz qui peut exploser facilement. Mais il y a beaucoup d'énergie. Si on prend les fusées qui vont dans l'espace, on utilise souvent de l'hydrogène pour donner l'énergie. OK. La difficulté, par exemple, c'est que c'est difficile de décider. On ne peut pas prendre un contenant, mettre un gaz d'hydrogène ici à l'intérieur, sachant que ça peut être très explosif. Et donc, s'il y a un accident, ça pourrait être dangereux pour les personnes dans la voiture et les autres personnes à l'extérieur. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Et je n'ai pas exactement la composition chimique ici, mais je sais qu'à l'intérieur de ce contenant, l'hydrogène est contenu dans d'autres molécules. Alors, qu'est-ce qui arrive? C'est que lorsqu'on veut faire fonctionner la voiture, cette pile qui contient de l'hydrogène, qui est avec d'autres éléments, qui est sécuritaire, lorsqu'on veut faire partir la voiture, va créer une certaine quantité d'hydrogène comme cela. Maintenant, ça c'est intéressant. Donc, on a une petite quantité d'hydrogène. Oui, ça peut être dangereux, mais c'est plus facile de contrôler une petite quantité d'hydrogène qu'une grande quantité d'hydrogène. Et là, ça devient intéressant. Parce que nous avons parlé de stéréochiométrie. Si on a la chance de mesurer exactement la quantité de molécules que nous avons besoin, si on le fait spécifiquement, on peut maximiser les réactions, on peut minimiser comment on appelle ça? On peut minimiser le gaspillage des ressources. Donc, avec un réseau, on se retrouve avec de l'hydrogène disponible. Et qu'est-ce que l'on fait? C'est que on a un engin ou un moteur qui est maintenant possible où on peut faire une combustion. Donc, on prend l'hydrogène qui est obtenu de ce réservoir ici. Nous prenons l'oxygène qui est dans l'atmosphère, bien sûr. Et qu'est-ce que l'on va faire? C'est qu'on va faire la combustion. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que si on regarde les réactifs ici, nous avons de l'hydrogène et de l'oxygène. On peut se dire quelles sont les molécules possibles que nous pouvons avoir comme produits. Donc, on a ici hydrogène, oxygène. Pensons un peu. On a deux gaz. Nous obtenons de l'eau comme ceci. Et chose intéressante, puisque nous voulons équilibrer ceci, nous avons besoin de deux molécules ici d'hydrogène gazeux. Une molécule d'oxygène nous donne deux molécules d'eau, plus de l'énergie. Maintenant, ça c'est fantastique. La raison pourquoi que cette idée de pile à combustible est fantastique, c'est que oui, on a un gaz qui peut brûler et donner de l'énergie, de l'oxygène est disponible facilement, et le produit à la fin, c'est de l'eau. Ça veut dire qu'il n'y a pas vraiment de, comment on peut dire, de pollution
qui se fait dans l'atmosphère. Et en plus, on a de l'énergie disponible pour faire avancer la voiture, faire avancer l'autobus et même faire décoller des fusées pour aller dans l'espace. Donc, l'énergie disponible est possible. Et la grande question de la recherche ici, c'est comment est-ce que l'on peut faire pour faire fonctionner ceci? Alors, je vais faire un peu de recherche cette semaine parce que quand moi j'ai regardé le début des recherches, c'était des piles qu'on pouvait enlever et remettre, on pouvait échanger dans le véhicule et le processus pour recharger ces batteries, donc remettre de ce composé chimique pour produire de l'hydrogène, se faisait à l'extérieur du véhicule. Voilà. La difficulté, par exemple, c'est qu'on a besoin d'un réseau pour pouvoir s'assurer d'avoir des piles disponibles. Donc, lorsque ceci a commencé, ce n'était pas une technologie qui était très, très viable parce que ça coûtait très cher. Mais les coûts ont baissé. Et donc, ça devient de plus en plus facile de le faire. Mais il faut garder en tête aussi que, regardez le produit, c'est de l'eau. L'eau n'est pas un polluant. Donc, si on prend dans l'idée que on paie pour le carburant d'une voiture pour se déplacer et que nous produisons du CO2, c'est dommageable pour l'environnement, c'est de la pollution et qu'on doit réfléchir à investir de l'argent pour minimiser le CO2. Alors la question c'est, est-ce que ce serait viable d'investir dans ces technologies de piles ici à combustible qui peut-être coûtent un petit peu plus cher au début, mais qu'à la fin, on sauve beaucoup d'argent pour essayer de combattre la pollution. Donc ça, ici, c'est fantastique parce que ça s'occupe du problème à la source, au lieu de s'occuper des conséquences de comportement humain. Et ça, c'est pour ça que je trouve que c'est intéressant. Et on l'utilise dans les autobus parce que les autobus, ce sont des véhicules plus gros, donc il y a plus de place pour mettre ces piles. Et les autobus fonctionnent à toutes les journées, durant toute la journée. Ça veut dire qu'on a de la combustion qui se passe toute la journée. Donc, ça devient très intéressant pour ce type de véhicule. Alors ça, c'est la réponse que j'ai ici, mais tu sais quoi, je vais faire un peu de recherche parce que je suis curieux de voir quelle est l'avancée que nous avons ici sur les piles à combustible en 2022. Et n'oubliez pas que pour pouvoir créer ceci, on a besoin de scientifiques comme vous qui dites, OK, il y a un problème de pollution, ça c'est un problème qui fonctionne très bien. Est-ce que c'est possible de trouver une façon pour rendre ce projet viable? Et lorsqu'on parle de business ou d'aller en affaires, quelqu'un a un problème, on a une solution et on essaie de mettre les deux ensemble pour faire virer l'économie. Et ça, j'ai confiance en vous pour cela. Alors, j'espère, chiffre alphabet, que j'ai pu répondre à ta question ou au moins partiellement à ta question et je vais ajouter des choses la semaine prochaine lorsque nous allons en reparler. J'aime ça avoir des questions où j'ai une partie de la réponse, mais je n'ai pas toute la réponse. Ça, c'est excitant parce que vous venez ici pour apprendre des choses, pour confirmer des choses. Moi, je suis ici pour partager avec vous, mais avoir des questions, moi aussi, j'aime bien apprendre. C'est pour ça qu'on a cette chaîne. Très bien. Voyons voir quelle sera notre prochaine question maintenant. Avant que j'efface, chiffre alphabet, est-ce que j'ai réussi à répondre à ta question ce matin? Excellent. Et bien sûr, si je réponds à une question et vous dites oui, mais il manque quelque chose dans la réponse, dites-le moi, parce que je suis ici aussi pour ajouter des concepts, parce que des fois, je ne pense pas tout sur le champ. Notre prochaine question que nous allons discuter aujourd'hui, c'est une question que j'ai eue de deux de mes élèves cette semaine, et ça se rapporte au fonctionnement d'un voltmètre et le fonctionnement d'un ampèremètre. Donc, nous allons en discuter aujourd'hui premièrement, pour que je puisse répondre à leurs questions, et deuxièmement, si eux avaient cette question, j'ai pensé que vous aimeriez voir la réponse aussi. Alors, si nous avons une lampe de poche, donc ici j'ai une lampe
de poche comme ceci. À l'intérieur de la lampe de poche, il y a souvent, ici, voyons voir, il y a souvent deux piles à l'intérieur. Alors ça, c'est l'ancien modèle, mais c'est le même principe avec des ampoules LED. On a une source. Nous avons un interrupteur pour allumer et éteindre notre lampe de poche. Nous avons une ampoule ici. Une ampoule peut être une, mais ça peut être aussi ces petits LED qui sont à l'intérieur. Et ça, c'est ce qu'on appelle un circuit qui est simple. Donc, voyons voir. On a une source ici. Nous avons des fils qui connectent toutes les parties. Nous avons un interrupteur ici. Alors, sur la lampe de poche, c'est pour allumer et éteindre celle-ci. Et nous avons une ampoule qui permet de pouvoir faire de la lumière. Alors, en laboratoire, on a souvent des ampoules, ça ne coûte pas très cher. Ça peut être aussi des, alors j'appelle des LED, mais en français, ce sont des DEL, des diodes ici. Alors, ce sont des petites diodes. Voilà. Maintenant, lorsqu'on a un circuit, c'est important d'avoir deux choses. On a besoin d'énergie et on a besoin d'une certaine quantité d'énergie. Donc, voyons voir. Lorsqu'on a ici une source nous permet d'avoir de l'énergie. Alors ici, habituellement, les petites piles sont de 1,5 volts. Que ce soit les petites piles AA ou AAA, ou même C et D. Alors, si nous en avons deux, un à la suite de l'autre, nous avons 3 volts. Donc ici, j'ai une source qui aura 3 volts. Ce qui est intéressant, c'est que lorsque nous avons des électrons qui se promènent, donc ici c'est moins, plus, changeons de couleur. Vous allez dire, comment est-ce que je savais cela? C'est que si j'ai ma source ici qui a le bout qui est négatif, ça veut dire qu'il y a une grande quantité d'électrons qui est à cet endroit. L'autre bout qui est positif, c'est que dans ce bout, ici, c'est positif. Ce bout veut avoir des électrons, parce que les plus vont attirer des électrons négatifs. Ça veut dire qu'une fois qu'on connecte ce circuit, les électrons qui sont ici vont dire, OK, il y a un positif ici, comment est-ce que je peux aller le rejoindre? Et nous avons une boucle ici. Très bien. Nous avons des électrons qui sont ici et vont finir par arriver à l'ampoule. Combien d'énergie est-ce qu'il y aura à l'ampoule? Il y aura aussi 3 volts. Et la raison pour cela, c'est que lorsqu'un électron a une certaine quantité d'énergie, va donner cette énergie pour retourner à la source pour reprendre de l'énergie. Donc, ça devient un circuit qui est équilibré. C'est un peu comme quelqu'un qui veut jouer au foot. Donc, on a ici la Coupe du Monde qui aura lieu dans le mois de novembre. Il y a des personnes qui vont déjeuner. Assumons que la source ici est comme un endroit où on peut avoir de la nourriture. Quelqu'un va aller jouer au foot, retourne manger pour reprendre l'énergie et aller jouer au foot, donner son énergie. Et donc, lorsqu'on a une alimentation équilibrée, l'énergie que nous absorbons sera utilisée pour les activités, métabolisme et tout. OK. Mais comment est-ce qu'on peut mesurer cela? Donc, le premier appareil, c'est ce qu'on appelle le voltmètre. Celui-ci. Le voltmètre mesure quoi? Il mesure la quantité de volts. Et qu'est-ce que c'est les volts? C'est la quantité d'énergie des électrons. Pour mesurer cela, nous allons connecter le voltmètre en ce qu'on appelle ceci connecté en parallèle. Alors, voyons voir qu'est-ce que ça veut dire. Alors, ça ici, c'est un exemple. C'est un exemple d'un multimètre qu'on peut utiliser comme voltmètre.
Donc ici, on peut voir, il y a les petits zéros. Comment est-ce qu'on mesure cela? On utilise quelques fils pour les mettre à l'intérieur du circuit. Donc, voyons voir. Comme ça. Et comme ça. J'ai mon voltmètre et j'ai mes deux fils comme ceci. Donc, si moi je veux mesurer la quantité de volts, je prends mon voltmètre et je vais le connecter de chaque côté de ma source. Parce que nous, on veut savoir combien d'énergie les électrons ont accumulé. Ça veut dire que les électrons arrivent ici, le voltmètre dit quelle est l'énergie des électrons avant de rentrer. Donc ici, il y a, par exemple, 0 volts. Et lorsqu'on arrive de l'autre côté, il y a maintenant 3 volts. Donc le voltmètre mesure la différence de potentiel. La différence de potentiel, qu'est-ce que c'est? C'est la différence de l'énergie des électrons avant d'entrer dans la source et lorsqu'ils vont sortir. Un autre mot synonyme, c'est le voltage. Fantastique. Maintenant, si on pense, je vais une analogie avec l'alimentation, quelqu'un pourrait dire, moi j'aimerais savoir combien d'énergie je vais absorber. Lorsqu'on parle d'alimentation, ça peut être par exemple des joules ou des calories. Lorsque je vais manger une collation ou un repas, combien de calories est-ce que je mange ou je vais absorber ou combien de joules est-ce que je vais absorber. Et donc ça, c'est une différence de potentiel. Lorsqu'on a l'électricité, on appelle ça un voltmètre pour le faire. Si on utilise le même appareil pour notre charge ici, qui est l'ampoule, disons que je connecte comme ceci. J'ai toutes sortes de couleurs aujourd'hui, mais ça va. On peut voir qu'ici, il y a des électrons qui arrivent à l'ampoule, donc avec une certaine quantité d'électrons, d'énergie, excusez. Et lorsque les électrons sont de l'autre côté, on veut savoir combien d'énergie il y aura. Nous savons qu'au début, il y aura 3 volts. Et par exemple, lorsque les électrons vont passer à travers ici, on pourrait dire qu'ils ont 0 volts. Intéressant. Ça veut dire qu'il y a une différence de potentiel ici. Et donc ça, c'est une façon de pouvoir mesurer combien d'énergie entre dans le circuit et combien d'énergie va sortir avec l'équipement. Lorsqu'on a une voiture qui a une batterie, dans celle-ci, on fonctionne avec 12 volts. En Amérique du Nord, lorsqu'on connecte un ordinateur, par exemple, ou une lampe, les prises de courant sur le mur, il y a 120 volts. Donc, les électriciens et les électroniciens ont besoin de voltmètres pour dire combien d'énergie entre, combien d'énergie va sortir. Et ça, ici, ça peut être intéressant parce que si, disons que l'interrupteur est ouvert, ou s'il y a un problème dans le circuit et que l'électricien regarde et dit ici, mais il n'y a pas de voltage dans le circuit, ça veut dire que les électrons ne circulent pas. Donc, c'est une façon de pouvoir regarder, de faire un diagnostic, à savoir ce qui se passe. Très bien. Maintenant, chose intéressante, le deuxième appareil dans les circuits, on les appelle les ampèremètres. Le voltmètre mesure l'énergie des électrons. L'ampèremètre nous dit quelle est la quantité d'électrons qui passent. Maintenant, si moi je veux savoir la quantité d'électrons qui passent dans le circuit, j'ai besoin d'aller dans le circuit et de dire, c'est comme si on regardait ici dans le fil, dit, combien d'électrons vient vers moi. Alors l'ampèremètre sera connecté ici en série. Tous les électrons vont passer à l'intérieur de notre ampèremètre. Celui-ci va nous donner la quantité d'ampères qui passe. Donc, ce qu'on regarde, c'est une unité qui est l'ampère, et c'est ce qu'on appelle
l'intensité de courant. Donc, moi, je veux savoir quelle est l'intensité de courant qui passe ici. L'ampèremètre va me donner cela. Donc, lorsqu'on veut mesurer ce qui se passe dans un circuit, on veut savoir deux choses. On veut savoir est-ce que les électrons qui passent ont de l'énergie, ont assez d'énergie, et combien d'électrons est-ce qu'ils vont passer. Et ça, c'est important parce que ça nous permet de savoir l'information nécessaire. Et donc, si on prend notre ampèremètre, donc ça ici, c'est ce qu'on appelle un multimètre. Il y a plusieurs mesures que l'on peut faire. Alors ici, pour mesurer ce que l'on fait, donc habituellement, on va le tourner pour aller pour les ampères. On ouvre le circuit et on va mettre ici nos connecteurs. Donc, tous les électrons vont aller dans le fil noir, vont aller dans l'ampèremètre et les électrons vont continuer. S'il n'y a pas d'électrons qui passent, on sait à ce moment-là qu'il y a un problème avec le circuit. Et maintenant, une fois qu'on a des informations, c'est à ce moment-là important de regarder quel est le diagnostic que la personne peut faire. OK. Les personnes vont dire, OK, est-ce que je peux avoir une analogie pour ici l'ampèremètre? Je vais donner un exemple. On a un tournoi de foot qui est la Coupe du Monde à la fin de l'année. On peut prendre un joueur. Le joueur va aller à la cafétéria, va aller pratiquer ou jouer ici son match, donner de l'énergie et va retourner à la cafétéria reprendre des aliments, des nutriments pour pouvoir continuer de jouer. Donc ici, on pourrait dire qu'il y a un joueur qui fait cela. Par contre, si on a une équipe de foot, ce n'est pas un joueur ici. On a besoin de toute l'équipe. On a peut-être besoin d'entre 20 et 30 joueurs parce qu'on a plusieurs positions à remplir. Donc, si on a une cafétéria, on a ici la nourriture qui est donnée aux joueurs qui vont aller jouer. Et ici, nous avons un compteur qui dit, OK, combien de personnes va venir manger à la cafétéria? Et ça, c'est intéressant parce que nous avons besoin à la cafétéria de nourriture de qualité pour faire fonctionner les joueurs, mais nous avons besoin on pourrait dire ça, d'un inventaire de nourriture parce qu'il y a une différence avec nourrir 10 joueurs ou nourrir 30 joueurs pour une équipe, ou s'il y a 30 équipes, de faire nourrir des centaines d'athlètes. Donc, c'est un peu les analogies entre voltmètre et ampèremètre et leur utilité dans le circuit. Alors, j'espère que ceci vous donne un peu plus d'idées sur comment est-ce que les électriciens et électriciennes font le diagnostic de ce qui se passe dans une maison, par exemple, les électroniciens et électroniciennes qui regardent s'il y a un problème avec un ordinateur ou un appareil électronique, et bien sûr les ingénieurs qui doivent réfléchir à savoir si je fais un circuit, si je fais une machine, je veux m'assurer qu'il y ait assez d'énergie et je veux m'assurer qu'il y ait assez de courant pour faire fonctionner tout ceci. Donc ça, c'est un peu comment est-ce on peut utiliser ces deux appareils. Ça va? Donc, je vais prendre une gorgée de café. S'il y a des questions supplémentaires, ça fait presque 1 heure que nous faisons ce tuto. Je vais attendre voir s'il y a une question supplémentaire à répondre aujourd'hui. Alors, vous pouvez le mettre dans le chat ce matin. Donc, il n'y a pas d'autres questions aujourd'hui. J'aimerais ajouter un exemple. Ce matin, après cette session, je vais utiliser ce multimètre. Et la raison, c'est que j'ai un appareil électrique qui ne fonctionne pas. Et donc, je vais aller voir quel est le problème. Donc, je vais commencer par déconnecter cet appareil pour la sécurité. Et je doute que c'est comme un détecteur de chaleur à l'intérieur de cet appareil. Et donc, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais aller voir si la partie ou la composante que moi je vais vérifier, je vais voir est-ce que le courant peut passer à l'intérieur. Parce que si le courant peut passer, ça veut dire que le composant que moi je pense qui fait défaut fonctionne très bien. Mais si c'est la partie qui ne fonctionne pas que moi j'ai en tête, le détecteur est brisé à l'intérieur. Et étant brisé, il n'y a pas de connexion possible.
Et donc, moi, je vais utiliser mon multimètre pour vérifier si la composante de, euh, de cet appareil fonctionne ou non. Sinon, si ce n'est pas ça, je vais faire venir un électricien parce que je ne saurais pas qu'est-ce qui se passe. On apprend toujours des choses et il y a bien sûr des spécialistes. Alors, il n'y a pas d'autres questions. Merci d'avoir été avec nous. N'oubliez pas, si vous avez aimé cette session, de faire ici le pouce vers le haut. Ça aide bien sûr avec l'algorithme. Si vous n'avez pas, vous ne vous êtes pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire. Nous faisons des sessions de tuto à tous les samedis matins à 10 h, l'heure de Toronto ici au Canada. Et puis, ce que je vais faire, je vais vous souhaiter une excellente journée et je vais vous diriger à une autre vidéo de notre chaîne où vous allez pouvoir apprendre d'autres choses. Alors sur ce, passez une excellente semaine et on se voit aux prochaines vidéos.